Marc Molck, qui va à présent prendre la parole. Marc est né en 72 à Marseille, il vit et travaille à Paris. Il est à la fois, et nous allons très vite le mesurer, peintre et écrivain. Et on voit tout à fait dans son œuvre à quel point précisément ces deux disciplines se répondent dans un jeu où se mêlent la fiction, l'autobiographie. Sur le plan pictural, les principes de sa technique consistent à mettre en œuvre plusieurs états de la peinture, de la grisaille à l'eau, une matière grasse à l'huile, en passant par de grands jus. Mais comme Marc va nous l'expliquer, chaque tableau, pour lui, est peint à l'intention d'une personne précise et possède sa propre histoire. Marc a publié plusieurs livres, notamment La disparition du monde réel, qui est un superbe livre, et il vient tout récemment de publier Plein la vue, La peinture regardée autrement. Dans ce livre, il mêle précisément la critique d'art, l'autofiction et aussi son regard personnel sur l'amour de la peinture. Je crois que cet amour de la peinture, nous allons tout de suite l'entendre. Et donc, Marc, je vous laisse la parole pour nous évoquer la raison sentimentale. Beaucoup de lumière. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc c'est beau, l'amour. Seulement, dire je t'aime, ce n'est pas savoir faire l'amour. Faire l'amour requiert une effervescence, certes, mais aussi un savoir technique, une expérience, l'expérience des corps et de soi, du déploiement de soi dans le continuum mouvant, autoritaire, inventif du désir. Et puis, l'on ne fait pas l'amour seul. On pourra mentionner aussi une certaine grâce capricieuse, une grâce du kairos, à l'origine d'instants vécus comme exceptionnels. C'est une tarte à la crème, mais la peinture a beaucoup à voir avec l'amour et peindre avec faire l'amour. Voici une connaissance pratique qui s'élabore sur la base d'un élan, qui profite de ses expériences, accumule un savoir technique et se précipite en une performance toujours renouvelée, effrayante et grisante à la fois. Il y a la question des gestes, mais quand le geste est parfait, celle du moment du geste, et quand le moment est bien choisi, celle du miracle du geste qui s'adapte ou pas, qui se réinvente au lieu de se répéter, tandis que la main partait peut-être pour une corvée. Mais alors, avec qui fait-on l'amour quand on peint? Qui rejoint-on dans le lit de la peinture? Il n'y a personne dans l'atelier, je suis seul. L'activité de peindre, souvent, impose une retraite, un retrait en soi et un isolement radical très pénible. Il faut bien s'imaginer une vie en peinture pour ce qu'elle est, un tunnel de méditation active, où en ce qui me concerne, les seuls regards croisés doivent être peints, où il est courant de parler tout seul en s'adressant à la toile ou au mauvais soi, celui qui a raté tel détail ou réussi un effet qui n'était pas prévu. De reproches exagérés en félicitations, d'insultes en yes victorieux, on peut se surprendre souvent à offrir le spectacle d'un fou à des spectateurs justement absents. Si l'on souffre de ce mitard, il peut être judicieux d'y enfermer tout le monde, ses amis, ses amours, ses soucis, ses fantasmes, ses regrets. Dans cet aller-retour incessant entre la vie courante et la vie pétrifiée des tableaux, un enchaînement spécifique est à l'œuvre, envahissant et dissimulé, naïf et sophistiqué. Je me plais à l'appeler la raison sentimentale. Elle pèse sur toutes les étapes de l'élaboration du tableau et sur l'emploi de techniques pourtant procédurales. Pour témoigner du rôle de ce magnétisme discret, je veux vous parler d'Héloïse, de Jérôme, de Claire, Lionel, Ayako, de Guillaume, de Brune et d'Enguerrand, de Sarah, de Pierre-Yves, d'Aude, de Philippe, de Jésus, de Fanfan, de Jeanne, de Kimiko, de Jean-Michel, d'Alexandra et de moi. Mais je vais d'abord vous parler de Jean-Yves et d'Ophélie. C'est Jean-Yves qui m'a présenté Ophélie. Tandis que nous discutions, je lui décrivais à l'époque les grands jus que j'ai déverse sur mes tableaux posés à l'horizontale.
Ces jus avaient au départ vocation à simplement coloriser mes tableaux, souvent peints à l'origine en noir et blanc. Maintenant, je dirais qu'ils leur apportent aussi une forme de confusion, de fusion, que j'ai longtemps bêtement fui. Les toiles sont couchées sur le sol, déjà en partie peintes, uniquement en grisaille. Je verse à leur surface des jus colorés à base d'eau ou d'essence, préparés dans des bouteilles en plastique d'une contenance de 2 litres. J'ai raconté à Jean-Yves comment je les travaille à force d'éclaboussures, d'inclinaisons, de perturbations, par des éléments solides comme de la terre, des graines, des lentilles, du riz, des haricots, et comment j'attends ensuite à côté du jus qu'ils sèchent. J'appelle cela pour moi-même couver le jus. Parce qu'il arrive à certains d'entre eux de mal tourner. De façon sournoise, subreptice, ils changent totalement de morphologie et il peut se former d'énormes flaques inattendues, disgracieuses, dans la cuvette d'étoiles. Pour prévenir ces dérives, je scotche souvent, avant d'allonger les toiles, des couvercles de confiture Bonne Maman entre certains points du châssis et l'arrière de la toile. Il m'arrive aussi de disposer des objets sur le sol qui sailliront légèrement une fois le tableau couché sur eux. Tout cet attirail crée de discrets promontoires variés à la surface en apparence plane de la toile. Cela peut tout changer en termes de mécanique des fluides. Les graines de leur côté, parsemées dans le jus, ont une action singulière. Elles concentrent autour d'elles par capillarité les pigments dilués, et lorsque le jus est sec et qu'elle tombe sur le sol au moment de redresser la toile, il s'est formé tout un crible délicat de pseudo-impact à la surface du tableau. Enfin bref, je décrivais ce travail et mon ambition d'adjoindre ainsi une grande mélancolie à ma peinture, dans l'esprit de celle qui se dégage de n'importe quelle photographie ancienne colorisée. Je pense entre autres à celle de Felice Beato, ou des dessins d'enfants abandonnés sous la pluie. Quand Jean-Yves me fit remarquer le grand nombre de figures couchées, de gisants que j'avais peints. Comme nous avions parlé un peu avant de l'Ophélia de John Everett Millet, comme d'un chef-d'œuvre de peinture romantique, il fit le rapprochement entre la figure d'Ophélie, morte noyée, et ma prédilection pour l'emploi de grands jus. Il vit dans chaque tableau couché la répétition à la fois mythologique et strictement technique du drame ophélien, et de ce jour, Ophélie entra officiellement dans ma vie. Je savais mieux ce que je faisais. Je peignais des femmes, des hommes, des inconnus ou mes proches, et puis je les noyais. J'avais eu raison de me confier ainsi à Jean-Yves, d'entrer dans les détails, les hésitations, le récit intime de ma peinture. Mais en fait, tout ceci, cette exploration de la peinture à l'état liquide, vient aussi d'ailleurs, du souci d'un réalisme par l'empreinte de la réalité. J'avais été très impressionné par le concept des peintures de pluie d'Yves Klein, réalisées en fixant sur le toit de son auto des toiles vierges avant de faire un Paris-Marseille par temps maussade. Cette idée de faire peindre les éléments, je l'ai reprise à mon compte. Je fais peindre l'eau, l'air et la terre. Pour l'air, j'utilise l'aérographe et des bombes toutes faites de peinture qui me permettent d'obtenir des effets de dispersion d'une grande douceur à mon goût. Pour ce qui est de la terre, elle intervient au moment des jus ou sous la forme de pigments bruts. Quant à l'eau, je la répands d'une manière plutôt fluviale. Cette eau est puissante, elle offre une fondation réaliste à mes tableaux car ils deviennent des plaques d'enregistrement d'une quantité importante d'accidents hasardeux qui, vus d'une certaine distance, semblent toujours s'organiser selon une logique que l'on serait bien en peine de qualifier sobrement, mais qui, allons-nous dire, est la logique de l'eau, la logique de la réalité dans son mouvement, indépendante de ma volonté. C'est par la qualité stupéfiante de la trace qu'elle laisse, bien davantage que par une reproduction illusionniste, que j'invite la réalité dans mes tableaux. La gravité, alors peint, le principe de répartition hydraulique des pigments agit seul, et si je contrôle les conditions générales d'application de ces jus, je serai bien en peine de déterminer à l'avance où ira s'échouer tel banc de granules noirs ou telle plaque de poudre dorée. Je veux parler maintenant de Fanfan, à qui je confiais les difficultés que je rencontrais avec des paillettes iridescentes importées d'Allemagne de moins de 20 microns et qui s'envolaient toutes seules quand j'ouvrais le couvercle du pot. Je devais, et je dois toujours parfois, les jeter par amas dans mes jus, illico, en portant un masque spécial, histoire de ne pas succomber dans l'année à une silicose. Je suis content de leur extrême finesse et de leur capacité à se mêler discrètement à tout ce que charrient mes jus, mais je voulais essayer aussi des paillettes plus grosses
sans trouver mon bonheur. Pour vous expliquer mon calcul, il m'est apparu que la présence rémanente du support dans ma peinture, l'affleurement toujours de la trame de la toile à la surface du tableau une fois les jus évaporés, avait quelque chose de trop cru, de trop rude, d'un peu grossier. En intégrant de l'or, de l'argent et des paillettes au jus, la facture parfois trop terreuse de mes toiles, trop impure, s'est dotée d'une préciosité paradoxale, invisible sur les reproductions. Dans ma poursuite d'une facture mélancolique, à force de délavement, j'aurais sombré dans le pathétique sans l'introduction de ces effets nacrés. J'ai essayé de rendre la complaisance si particulière que nous avons tous pour ce qui nous rend tristes, en permettant aux ocres bruns de briller sous certains angles. En grande technicienne, Fanfan m'indiqua l'existence de certaines paillettes de verre colorées, suffisamment fines et suffisamment lourdes, solides à la lumière, aux reflets ambigus, et qui n'avaient pas, dans leur forme, la régularité bébête des grosses paillettes en plastique. Le verre fait partie des quelques matériaux magiques sur Terre. J'entends par là qu'il est, à l'instar du bois, de l'or et du sucre, beau sous toutes ses formes et quel que soit le traitement qu'on lui fait subir. Nous avons discuté de minéraux, de fer, de quartz, et j'ai bien remarqué que la serveuse au restaurant nous prenait pour des fous. Lorsque je me casse les dents sur une question de vernis, de craquelure ou d'embut incompréhensible, Fanfan est toujours là avec la solution comme une évidence, à rire de mes errements, tandis que je touche pourtant déjà correctement ma bille. Je tiens à m'arrêter sur la notion de facture, puisque la peinture produit des images dotées d'un épiderme. Ici, je pourrais parler de Vanda, mais je n'en ferai rien. Chaque technique donnera in fine envie de caresser ou non la toile. C'est personnel, mais un tableau que je n'ai pas envie de toucher est raté à mon goût. Tout cela pour indiquer qu'il existe une érotique de la technique qui se déploie dans les gestes de peindre, les frôlements, les viscosités, l'importance des doigts. Chaque pratique implique une sensualité, mais qui trouve son aboutissement dans la réussite du tableau comme peau, j'entends par là comme surface émouvante. Que l'on me comprenne bien, toutes les textures peuvent produire ce charme. Tout dépend de l'évidence organique qui se dégage du tableau dans sa totalité. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour le lisse. Le rêche, le plâtreux, le mat et le crevassé peuvent tout aussi bien être sublimes avec une grande facilité. Me concernant, je travaille sur la base de mes jus déjà hétérogènes, une géographie de texture qui, je l'espère, entre frottement, granularité et empattement à l'huile, émancipe la facture de mes tableaux d'une formule unique. Il ne s'agit pas de faire dans la variété par adoration de la variété, mais je ne me suis jamais résolu à peindre des cheveux râpeux. J'en ai vu réussi chez d'autres, mais hors même mon extrapolation de la facture finale du tableau, j'ai besoin de prendre en peignant certains plaisirs propres à la disposition de mes sens. Si je reviens un moment sur la notion d'érotique de la technique à l'œuvre, il me faut témoigner du plaisir pris à étirer à la brosse des effets de fourrure dans le demi-frais. Je me dois de mentionner la suite infinie de tapotements délicieux auxquels je me livre à la surface de mes toiles afin de m'assurer de l'adhérence d'amas de petites granules à la manière d'un aveugle souriant les doigts curieux sur du braille. Je dois avouer ici que chaque toile est une sorte de bac à sable. S'il arrive souvent que tout soit très pénible et que l'on se viole en peignant, parce qu'il le faut, un certain nombre de rendez-vous voluptueux ont lieu, indispensables à une pratique qui, par bien d'autres aspects, a quelque chose de masochiste et ne saurait se perpétuer uniquement dans la douleur. Il est temps de vous parler de Kimiko, de Jean-Michel, de Jérôme et de quelques autres. Roland Barthes décrit, dans Fragments de discours amoureux, combien, lorsque l'on tient un discours sur l'amour, même le plus théorique, on s'adresse toujours à quelqu'un en secret. Un propos sur l'amour est toujours, quoi qu'on en dise, allocutoire. J'ai besoin de ce dispositif aussi pour peindre. Nombreuses sont mes toiles qui possèdent un spectateur idéal, un destinataire plus ou moins secret, qui est en quelque sorte la raison du tableau. Ce destinataire peut servir de modèle ou pas du tout, cela n'a rien à voir. Plus tard, il ne sera presque jamais le propriétaire de l'œuvre, et cet heureux propriétaire ignorera peut-être jusqu'à l'existence du dit destinataire. Pour être précis, et puisque l'expression discours allocutoire est inappropriée ici en peinture, je préfère parler de dispositif dédicatoire.
Ce dispositif suppose que chaque élément peint, que les couleurs et la manière utilisée, le sens du tableau, en fait, le tableau dans son entier constitue une œuvre dédiée, un genre de dédicace picturale qui peut témoigner de mon affection, de mon estime, mais aussi parfois du souvenir d'une longue discussion ou d'une après-midi ensoleillée qu'il est hors de question de laisser s'évanouir. Les gens ont des couleurs. Kimiko sera toujours rose et blanche pour moi, Jean-Michel jaune, Jérôme beige et kaki. Si vous faites vous-même l'exercice mental qui consiste à attribuer une couleur à vos proches, vous réaliserez combien les choix d'association sont réduits. Lorsqu'elle revient du Japon, Kimiko rapporte des costumes de samouraï à mes enfants. Le principe du reflet obsède Jean-Michel et Jérôme a partie liée avec Proust à plusieurs titres. Sans verser dans le clin d'œil ballot, comment pourrais-je ignorer tout ceci en les peignant ou en peignant à leur attention ? Il serait absurde de noyer Kimiko dans la même rivière que Jérôme. Jouer de gestes désordonnés dans un tableau pour Kimiko serait perçu par elle comme une impolitesse grave. Ne pas restituer l'élégance cosy de Jérôme relèverait d'un contresens total. Quand le destinataire est aussi le modèle du tableau, on imagine peu la responsabilité vertigineuse qu'il y a à peindre le visage de qui vous a fait confiance pour le peindre, de qui va bien voir si vous l'avez loupé ou embelli, et la remise en jeu que cela suppose des soubassements intimes d'une relation, puisqu'il s'agit d'être, pour de bon, à la hauteur d'un miroir magique. Entre convocation fébrile des visages et inquiétude précautionneuse, la difficulté à peindre est alors maximale. L'élection du modèle est un processus relativement mystérieux. Parfois, j'ai l'impression que c'est le produit d'un réflexe propriétaire, parfois celui d'un sentiment de gratitude. D'autres fois, la manière, pour moi, de faire accéder à une mythologie, une relation importante. Ce n'est pas rien de se filmer, de se photographier les uns les autres, mais c'est autre chose de se peindre. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui est certain, c'est qu'en choisissant de peindre quelqu'un, on se condamne à passer beaucoup de temps avec cette personne en son absence. Beaucoup plus de temps qu'une soirée entre amis ou même des vacances en Bretagne. Et cette personne le sait. Elle nous délivre, en acceptant de servir de modèle, une sorte d'autorisation de nous entretenir avec son visage muet et son corps immobile. Elle nous abandonne à la fréquentation d'une version abstraite et très fragile d'elle-même. Lorsqu'on revient de ce long voyage, pour peu que le tableau fonctionne, qu'il soit juste, tout a changé. Cependant, malgré toutes les prudences, malgré toute l'affection que l'on peut porter à son modèle, il arrive des accidents. Par impatience, on a retravaillé trop rapidement telle couche. Par maladresse, on a zébré la joue d'un noir de Mars qui s'est immédiatement incrusté là, alors qu'on l'a 1000 fois essuyé parfaitement ailleurs. Par vanité, on a pris des risques inconsidérés avec un procédé irrémédiable en se convainquant que bon, il fallait bien de temps en temps faire des folies, que l'on était audacieux, que tout allait bien se passer. Seulement patatras. Et quand je dis patatras, il faut entendre des cris follement grossiers, saturés de désespoir. Patatras donc. Plusieurs solutions s'offrent aux naufragés qui, chacune, mettent en œuvre une éthique de l'erreur. Je ne vais pas faire le tour de toutes les écoles, mais simplement vous décrire ma façon personnelle de réagir aux catastrophes. Étrangement, ce sont mes parents qui m'ont donné ma meilleure leçon de peinture il y a très longtemps et à un tout autre propos. Mon père m'a fait remarquer que trébucher était sans conséquence en soi, pour peu que le pas suivant nous rétablisse. Il voulait m'apprendre à demander pardon en attirant mon attention sur ce premier pas d'après le trébuchement. Ma mère, de son côté, dont la marotte était de tout savoir, ne cessait de me répéter quand elle soupçonnait quelques bêtises, « faute avouée est entièrement pardonnée ». Elle a toujours respecté ce principe, parfois certes en se dominant très difficilement. J'ai donc grandi avec la certitude croisée que tout était rattrapable par la simple surenchère de l'aveu. Après un crash pictural et une demi-heure incompressible de terreur et d'autoflagellation, j'entre en mode repentir. Je veux parler du véritable repentir,
celui qui m'assurera une rédemption en tant que peintre en faisant plus que sauver la gueule du tableau. Pourquoi plus? Parce que c'est une constante. L'accident, en bouleversant tous les plans, rouvre à chaud le cœur du tableau et force immanquablement à quelques acrobaties inimaginables en mode promenade. Lorsque j'ai pulvérisé à la bombe des yeux de plumes de paon sur le pyjama d'Héloïse dans l'île aux Mimosas, j'étais sûr de mon fait et je comptais bien sur la plus-value punk de ce geste. Quand j'ai compris mon erreur, j'ai voulu revenir rapidement à l'essence sur des spots de peinture acrylique qui durcissent en moins de 5 minutes, et j'ai tout bonnement cramé la moitié de la surface du tableau, en plein sur la figure, sans même parvenir à tout enlever. Au spectacle de cette toundra, alors même que se tenait au centre du tableau, 1 heure auparavant encore, une Héloïse tout à fait crédible, j'ai ressenti pour moi-même une haine et un mépris d'une rare pureté. Une semaine plus tard, mon calvaire prenait fin sur une intuition. J'avais souhaité dès l'origine qu'Héloïse se poignarde à la Lucrèce. Je pouvais bien l'immoler en prime. J'avais compris ce qu'avait voulu me dire l'accident. Toute cette surface orange était un appel au feu, à mettre le feu, à peindre du feu. Au seppuku initial, le passage par la case catastrophe avait ajouté l'embrasement accidentel. En redoublant l'intention assassine du tableau, beaucoup trop timide au départ, l'accident en a décuplé le sens. Tout cela pour dire que rien n'est jamais perdu. C'est un message d'espoir. Et puisque nous en sommes à explorer les arcanes de la pensée positive, je me dois de mentionner l'importance de Françoise, Léo et Franz. Je veux parler bien sûr de Françoise Hardy, Léo Ferré et Franz Schubert. La musique, en somme. C'est le meilleur instrument d'immersion et de flottement. Elle permet une concentration nébuleuse. Certaines musiques sont indispensables à certains types d'actions sur la toile. Chaque technique possède sa bande originale. Il ne me viendrait pas à l'idée d'attaquer un travail de patience sans les distractions que m'offre la chanson française. Je peux m'évader en esprit, et dans cette évasion s'évanouit l'ennui que je pourrais ressentir et qui se déposerait à mon insu sur la toile. Avant une action rapide et risquée, je me chauffe une bonne demi-heure avec Hungry Heart de Bruce Springsteen. Cela me met suffisamment en jambes pour attaquer, puisqu'à certains moments, il faut attaquer son tableau. On pourra, j'en suis sûr, critiquer mes goûts musicaux, mais je ne parle pas ici de musique à la mode, mais de la musique secrète qui nous accompagne depuis longtemps, depuis toujours, depuis tel boom de garage où nous fûmes embrassés pour la première fois. Qui ignore les 3 ou 4 morceaux susceptibles de le faire glisser jusqu'aux pleurs? Ils sont l'instrument idéal de mise à nu des affects à l'atelier. Il faut bien s'extraire rapidement de l'administration du quotidien. Qui plus est, on est soi-même le premier outil. J'ai lu que certains animaux utilisaient des outils, mais que l'homme était le seul animal qui utilisait des outils pour fabriquer d'autres outils. Si je peux ajouter ma contribution à toute cette réflexion, je dirais qu'on trouvera un grand bénéfice à se considérer soi-même comme un outil, et pour peu que l'on se soit bien observé, on peut se manipuler, s'émousser, s'affûter de bien des manières. La synchronisation indispensable avec l'émotion du tableau en cours n'est pas forcément évidente ni rapide. Plutôt que d'attendre quelques heures ou le bonjour que le sentiment se cale dans la bonne posture, celle propice à la peinture, je lance certaines compilations étudiées qui me remuent comme il faut. La musique m'offre enfin le moyen de flotter. Schubert, Chopin, Debussy me gardent des pics crispés de concentration qui surviennent en peignant soit par acharnement, soit par la dynamique propre du travail dans sa durée. Ces pics sont nuisibles et dangereux. Ils sont la porte d'entrée des effets d'application, des efforts, la langue tirée de travers, en un mot, du labeur. Mes amis savent combien je tiens à la sprezzatura. C'est un terme italien qui désigne l'impression de désinvolture que l'on peut donner à sa conversation ou à ses tableaux. Il s'agit de leur conserver une apparence d'aisance et de naturel qui cache les difficultés de l'artifice et laisse à croire que tout est fait sans peine et quasi sans y penser. C'est un idéal. Parfois, il est bon qu'une petite démonstration technique joue les fiers,
mais la plupart du temps, je vise une forme de ben fatto fa presto de l'image, impossible si l'on n'est pas soi-même plus ou moins dans le bon état d'esprit. C'est par la musique que l'âme est malléable, le pinceau dansera, on traversera les difficultés la tête ailleurs, on ne s'embourbera pas dans le sérieux artisan. La peinture a tout à gagner à écouter de la musique. Du holde Kunst, ich danke dir dafür. Ici s'imposent les prénoms de Claire, Ayako et Lionel. Ils ont posé pour une version inversée de la Judith et Holoferne du Caravage qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Ce tableau est encore inachevé. La question de l'inachèvement implique celle de l'ordre d'exécution du tableau. En ce qui me concerne, je dois découvrir cet ordre bien plus que je ne le dicte au tableau. À ce titre, comme à plusieurs autres, peindre s'apparente à un casse-tête permanent, un jeu de stratégie long, très prémédité, qui intègre l'angoisse des accidents et la nonchalance de la sprezzatura comme de simples complications. Par l'expression « ordre d'exécution », je n'entends pas l'ordre dans lequel le tableau est peint selon un protocole choisi, mais l'ordre dans lequel le tableau me souffle de peindre tel élément avant tel autre, et ce deuxième ordre bouscule toujours singulièrement le premier. Qui plus est, il se réordonne après chaque action. La part de réflexion délibérative qui préside à l'opportunité, à l'instant T de tel ponçage ou de la reprise à l'huile grasse à l'instant T+1 de tel contour, cette nuée d'arbitrage tactique est plus importante que leur exécution proprement dite. Il faut être attentif en soi aux intuitions, les laisser mûrir jusqu'à obtenir des semblants de certitude qui devront survivre à leur réalisation. Cela prend du temps. J'aimerais pouvoir restituer le monologue intérieur inquiet en amont de chaque jeu de main, mais cela me paraît impossible. Pour vous en donner une petite idée, je me demanderai à voix haute. Est-ce que je dois peindre en orangé le second avant-bras de Claire ? Mais ce serait téléphoné. Ou peut-être dois-je commencer par reprendre la lame du Christ malaisien que tient Lionel, mais alors je perdrai le bénéfice du flou de cette zone. Je sais déjà que je veux coloriser la langue tirée de Claire en rose fuchsia et ses yeux en bleu turquoise, mais je ne toucherai au visage qu'en dernier, comme le préconisent les maîtres de la Renaissance. Les derniers réglages se font aux petites échelles, sinon il faudrait changer 7 fois la couleur d'un ciel tout entier. Bon, je m'arrête. Ces conjectures durent des heures, des jours, et parfois, elles ne cessent que sur une révolte de l'audace, et je mène une action sans but, maladroite, pour simplement sortir du rêve de peindre en peignant. Adviennent alors les plus grands accidents et ou des miracles, et toute la sauce cerveleuse doit reprendre son élan à zéro devant la nouvelle situation. Plusieurs fois, le tableau pourrait être fini. Il est très bien comme il est, il fonctionne, il me plaît. Pourtant, je n'en ai pas fini avec lui, notre commerce a trop peu duré. Nous ne nous sommes pas assez disputés, réconciliés. Or, j'ai passé l'âge des histoires sans importance. Il peut donc arriver que je touche à la toile comme il ne faudrait pas, en posant la première pierre fatale d'une nouvelle architecture. Sur la longueur se forme une sinusoïde maniaco-dépressive d'achèvements successifs et d'amorces inconsidérées. La question de la fin a beau être essentielle, elle intervient souvent par forfait, quand le tableau se referme, qu'il n'offre plus le moindre accès chirurgical, quand il me quitte pour de bon et me fait face sans que je comprenne soudain comment je l'ai peint. Lorsqu'il déclenche chez moi, en tant qu'image, une précaution fétichiste, je ne suis plus en mesure de lever la main sur lui. En le vernissant, j'acquiesce à cette séparation. Toute cette tournure d'esprit crée à la longue une façon de regarder, un regard technique. Ceux qui peignent pratiquent en général une sorte d'espionnage involontaire devant chaque tableau, une extrapolation des moyens mis en œuvre pour obtenir tel effet, de la part de résine dans le médium, du type d'outil employé, etc. Cela revient à se passer le film à l'envers, et cet exercice de déconstruction des tableaux peut être poussé loin si l'on entre dans une discussion à plusieurs devant la toile. Il ne s'agit pas d'une autopsie, puisque cet effort est toujours déclenché par une véritable émotion esthétique. Pour être un peu cuistre, je n'en suis pas moins persuadé que cette curiosité rétrogénétique nourrit ma réflexion technique tout autant que les résultats plus ou moins heureux de mes expérimentations à l'atelier.
Je tiens à signaler ici l'effet tour de magie de certaines manières qui vous laissent au seuil de leur secret et résistent bien à la décortication en pensée. On finit toujours par avoir le fin mot de l'histoire, c'est une question de recherche tenace. Mais on conservera bizarrement une estime particulière pour ces artefacts cachetiers. L'émotion inverse existe aussi. Je veux parler de ces tableaux peints tout bêtement, sans pirouette ou sabre laser, et qui sur le mur engloutissent votre âme et vous attachent à eux comme à votre premier amour. Regarder de la peinture, sous toutes les coutures, c'est déjà peindre. La manie ingénieuse ne se cantonne pas à la main et à l'atelier. Je me souviens par exemple de plusieurs tableaux d'Oda sur lesquels je m'étais arrêté, qui représentaient des chevelures flottantes de femmes. J'avais été surpris par l'expressivité des effets de brosse qu'elle avait donnés aux mèches. À la largeur des balayages, j'ai inféré le numéro de la brosse qu'elle avait utilisée. Au soyeux et à la finesse des micro-sillons, le type de poil et la proportion d'huile cuite coupée de cicatifs de Harlem qu'elle avait mêlée aux couleurs. Restait le tour de main qui nécessitait quelques essais et une bonne mise en condition, quelque chose entre les Beach Boys et Wagner. Plusieurs mois après, j'avais toujours ses cheveux à l'esprit en peignant la perruque rousse de la théorie des genres. Je n'ai pas fait les mêmes cheveux, pas visé la même délicatesse, pas utilisé la même brosse, mais les cheveux des tableaux d'Oda étaient bien là tandis que je peignais. Proto-cheveux fantômes devinés, je vous ai repeigné ce jour-là. Dans cette présentation de mon rapport à la technique, à la peinture comme pratique, je veux aborder enfin la question de l'expression. Beaucoup assimilent la maîtrise à la virtuosité et ils n'ont pas tort. L'excellence d'un métier, quand elle se manifeste, a quelque chose de merveilleux. J'adorerais savoir peindre des breloques en 2 coups de cuillère à peau. J'offrirai mon cheval pour entrer en souverain au royaume du parfaitement bien peint sans le moindre empêtrement. Mais il existe de mon point de vue une maîtrise plus enviable et peut-être tout aussi inatteignable, une forme d'éloquence visuelle que je désignerai par le terme imparfait d'expression claire. Or, cette maîtrise, elle aussi, a, je crois, des ressorts techniques. Chaque procédé, chaque geste, chaque outil ne se contente pas d'organiser différemment la matière. Il existe une vocation propre de chaque technique à exprimer une gamme de sentiments plutôt qu'une autre. De grands coups de pinceau expressionnistes auront toujours un rapport plus direct, immédiat, avec la manifestation de la force, de la vitesse, d'une certaine liberté. Les dégradés n'expriment pas par hasard la nuance et l'esprit de progression. Ils l'expriment pour avoir exigé du peintre un travail en nuance et progressif. Le caractère froid et cérébral souvent des tableaux géométriques est une émanation spontanée des techniques machinales employées pour se garantir la netteté des formes et leur répétition. Chaque technique, en fait, suscite naturellement un certain type d'émotion qui est contenu en elle, indépendamment du peintre. Il n'y a pas de neutralité sentimentale de la technique. Alors bien sûr, il est possible de prendre à contre-pied l'expression spontanée d'une technique. Le peintre peut pervertir ces mécanismes afin de faire dire à tel geste ce qu'il n'a jamais dit, ou tout simplement le contraire de ce qu'il dit automatiquement. Lorsque la technique est livrée à sa seule expressivité, qu'elle déploie son sentimentalisme intrinsèque sans supervision, il s'agit d'un procédé. Lorsque la technique est maîtrisée non pas seulement en termes de prise en main, de dextérité, mais qu'elle est subordonnée à un projet humain, à une autre émotion que la sienne propre, à celle du peintre, une chaîne vertueuse se crée qui rend possible l'expression claire. Voilà une grande ambition, mais il fallait bien la décrire. Le chemin est long. J'aimerais parvenir à sélectionner un bouquet parfait, un faisceau de techniques qui me permettrait d'atteindre plus facilement l'expression correcte et mesurée de ma tristesse de caractère, de la mélancolie générale que je ressens. Mais cette tâche est complexe, victime d'inquiétudes contradictoires, et l'on joue au chef d'orchestre avec plus ou moins de bonheur sans vraiment comprendre la chance d'une toile plus réussie que les autres, ni surtout être capable d'isoler pour la suite une recette énergétique. Je suis bien certain d'avoir progressé au cours des dernières années. J'ai admis la suprématie des effets liquides et l'importance d'une certaine confusion dans ma peinture. J'ai renoncé à faire figurer tout l'arc-en-ciel dans chacune de mes toiles, prenant acte, en fait, d'une incompatibilité structurelle entre les jeux de saturation chromatique et mes serrements de cœur.
Mais je me défie encore de moi-même et je voudrais parvenir à peindre beaucoup mieux le désordre affectif et l'équivoque. Les années filent au ralenti. Elles agonisent puis disparaissent en un clin d'œil. D'où vient cette impression d'être un combattant, un boxeur qui s'entraîne en frappant sur des carcasses de bœufs écorchés par Rembrandt? Vous aurez noté que je n'ai pas parlé de tous ceux dont j'ai cité le prénom, moins encore de tous les autres. C'était impossible dans le temps imparti. J'aurais pu parler de ma sœur Anne, que je n'ai pas vue depuis longtemps, et qui fut la critique d'art improvisée de mes premiers tableaux. J'aurais pu parler de beaucoup de bons camarades. Yves, par exemple, qui aime à dire que l'ocre jaune est le pain du peintre. Nazanin, si subtile, qui m'a fait tant rire quand nous étions en résidence. Mais plus encore, il faudrait que j'énumère la foule de tous ceux avec qui je n'ai jamais parlé peinture et qui, cependant, m'ont appris à peindre, tout simplement parce qu'ils m'ont appris à vivre. Céline m'a invité avec raison à plus de modestie, tandis que je fanfaronnais entre amis. J'ai alors adouci de blanc à l'atelier certaines de mes couleurs criardes. J'ai été convaincu de l'idée de providence par Leïla, qui philosophait souvent à la plage. Je me suis alors intéressé, confiant, dans les mois qui ont suivi, à toutes les actions qui faisaient la part belle sur la toile à l'imprévisible. Martin fit devant moi, à propos d'écriture, l'éloge du travail acharné lors d'une soirée bruyante. J'ai doublé par la suite, consciemment, mon temps passé à l'atelier. À l'inverse, je dois dire que j'ai aussi beaucoup profité des leçons de la peinture. Quand vous faites l'expérience d'un détail qui, à lui tout seul, métamorphose le sens du tableau, vous sortez dans la rue en sachant foncièrement qu'il suffit de prendre une main pour amender 20 ans de vie commune. Si un jus magnifique s'enlaidit en séchant, malgré tous vos efforts, vous vous découragez moins à la longue des promesses en général. Quand un tableau que vous trouviez raté vous semble 2 ans plus tard la clé de tout ce que vous allez peindre maintenant, vous n'êtes plus en mesure de conseiller vos amis avec le même aplomb. La vie s'étudie dans les tableaux et la peinture se perfectionne dans la vie. C'est la raison sentimentale qui ordonne ce brassage. Elle est brouillonne, asymétrique, capricieuse. Elle se joue de tout ce à quoi nous tenons. Comme à l'intérieur des plus beaux coquillages, on a oublié que vivaient des arthropodes gluants mais heureux. On oubliera sans doute devant mes tableaux, mais il ne faut pas. On ignorera combien j'ai été heureux, malheureux, naïf, en un mot, vivant. Merci.